Il y a un rapport hiérarchique dans les tailles et il y a un rapport entre cette pièce-là, qui est une pièce qui fait 7 tonnes et qui a été faite en 2 parties et qui possède un polymiroir, et les autres qui sont plus homothétiques, c'est-à-dire qui ont plus le même volume. Et sinon, il n'y a pas strictement parler de parcours. D'abord, il faut que vous sachiez que ce bloc, je l'ai acheté et qu'il a été extrait de la carrière de Lanhellin au XVIIe siècle. D'accord. Donc il faut que vous vous imaginiez, vous qui avez un sens au travail, que les gens qui ont extrait ça l'ont extrait sans moyens mécaniques ni pneumatiques. Ouais. Ce sont les trous d'extraction de l'époque. Les carriers à Lanhellin en Bretagne, ils travaillaient printemps, été, automne, hiver, par équipe de 2, avec un teneur de baramine, pieds nus, qui coinçait la baramine entre son gros orteil et l'autre, sur 2 comme ça, et un mec à la masse qui tapait. Le granit de Lanhellin est considéré comme un des plus durs du monde. C'est celui qui permet la meilleure rectification. La NASA s'en sert pour faire des... c'est plus planifié que l'acier 30. Et donc, ce que vous voyez là, il ne perçait que sur 10 cm. Mais ils avaient la connaissance des failles. Et après, ils mettaient des coins et ils faisaient exploser exactement comme les Égyptiens, les blocs. Pour parodier Nietzsche, le style, c'est le reflet de l'âme. Ouais. Et comme je disais à monsieur le maire, c'est le résultat monumental d'une série que j'ai fait pour Claude Bernard qui s'appelle Les Assises. Donc tu vois, c'est valable pour le Sardanapale, c'est valable pour tout ça. Donc, tu vois, tout ça. Elle a d'abord été présentée dans ma galerie à Paris, elle s'appelle Individu. Là, vous êtes à Individu 8. La première a été Individu 1. Elle a été présentée aussi dans son intégralité au Grand Palais, à Paris. Et donc c'est la 8e fois que je la présente, mais évidemment, au fur des années, des œuvres sont vendues. Et donc celle-là, elle est avec des œuvres supplémentaires que j'ai créées spécifiquement pour Saint-Gervais. Les 2 femmes qui portent les cruches, par exemple, l'ensemble ici est un ensemble de lectures poétiques. Je l'ai fait spécifiquement pour la ville. Alors, l'histoire de cette œuvre, il y a des textes somptueux qui ont été écrits dessus, qui sont bien meilleurs que ce que je vous en dis moi. C'est l'idée d'une civilisation idéale. C'est-à-dire, c'est une idée où les gens travaillent s'ils le veulent, ou ne travaillent pas, ou discutent, ou s'amusent. C'est une société sans agressivité. Et à l'intérieur de ces personnages, toutes mes obsessions sculpturales et tout ce qui m'a construit sculpturalement y est présent. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'éléments qui reviennent de la sculpture romane, de la sculpture gothique, pour arriver à celle du 17, 18, 19, 20 et 21e siècle. Il y a eu dans mon œuvre des éléments de cette taille-là qui se sont transformés en sculpture monumentale. Par exemple, les Sardanapales, le tableau de Delacroix que je préfère, c'est le Sardanapale. Les Sardanapales, qui sont des personnages que vous voyez couchés sur un coude, ont été transcrits dans des volumes beaucoup plus importants. Enfin, la couleur, qui évidemment est avant l'émail, parce que si jamais à l'époque les oranges, ils auraient fait en émail. La couleur, c'est une histoire très simple, c'est que j'avais commencé à travailler, j'ai une propriété en Dordogne pour une sculpture monumentale, et j'avais commencé à travailler cet ensemble de pierres, parce que mon marchand en Auvergne lui était resté sur les bras toute une série de volumes de 25 cm, mais qu'il n'en avait pas pris. Donc moi je les ai achetés, et j'ai commencé à faire ce travail, et un jour, un de mes fils est rentré, il m'a dit, mais je trouve quand même, et c'était vrai, que c'est un peu gris, et que ça donnait une connotation de marche de la mort, à la suite des camps de la mort. Et c'était pas du tout ma volonté. On peut faire un travail sur les camps de la mort, évidemment, hein, mais c'était pas du tout ma volonté. Et il m'a dit, tu devrais mettre de la couleur. Et à ce moment, il était cadre dans une boîte de bâtiment, et il m'a sorti une bombe, qui était ce qu'on appelle l'orange Louis, qui servait à marquer le sol. Et c'est comme ça que j'ai coloré tous les éléments qui ne sont pas organiques de cette installation, qui amène un point d'orgue lumineux et qui en plus densifie les volumes qui sont autour, qui sont présents à leur côté. Alors vous pouvez détailler, parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Il arrive des fois que quand je l'installe évidemment jamais de la même façon, à part, bon ça c'est l'échelle de Jacob, donc ça évidemment ça ne peut pas être fait autrement, mais à part quelques pièces, je peux décider de faire une conversation, je peux décider, donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est un work in progress, et c'est aussi pour ça que les choses ne sont jamais les mêmes quand je la présente, parce que ça dépend de mon sentiment, voilà.
c'est une œuvre, alors c'est une œuvre de foire, hein, c'est une œuvre, quand je parle de foire, ça veut dire que dans les foires d'art contemporain, c'est très facile et très plaisant de présenter cette pièce parce qu'elle est, voilà, c'est un coup de poing, quelque chose qui... Et ça, c'est une œuvre, enfin c'est ce qu'il en reste dans cette forme-là. Il y a eu une forme beaucoup plus importante où il y a eu jusqu'à une centaine d'anges. Mais c'est ce qu'on appelle une théorie, c'est la théorie des anges. C'est une suite d'anges qui a été présentée comme ça chez un galeriste parisien qui d'ailleurs est en bas avec sa femme, qui s'appelle Guigon, chez qui je travaillais il y a quelques temps. Et donc ce sont des anges qui tombent, qui ont comme particularité, parce qu'en fin de compte, la naissance de cette œuvre vient d'un livre et d'une phrase d'Anatole France qui s'appelle La Revanche des anges, dans laquelle il y avait écrit « Et les anges chuteront de pierre, perdront leurs ailes et gagneront un sexe. C'est pour ça qu'ils n'ont pas d'ailes et qu'ils ont un sexe. » Ce sont donc des anges un peu particuliers, mais qui sont éclairés par en dessous pour justement expliquer qu'il y a un monde du haut et un monde du bas. La particularité du fait qu'ils soient suspendus, c'est qu'ils sont mobiles avec quasiment rien. C'est-à-dire un changement de température, une porte qui s'ouvre et la mobilité apparaît. Et donc évidemment donne une vie supplémentaire encore au fait qu'ils soient suspendus. Voilà. Oui, Saint-Nicolas-de-Véros, c'est pour moi quelque chose d'important parce que c'est d'abord c'est un musée. Pour un artiste, c'est toujours très agréable d'être présenté dans un musée. Et de surcroît, c'est un musée d'art sacré. Alors moi, j'ai toute une part de mon œuvre qui est liée au sacré, et particulièrement au sacré chrétien, du roman et du gothique. Et dans cet espace que l'on m'a réservé, la salle est baignée de Christ peint, de Christ sculpté, certains émaillés, d'une série sur les nonnes, d'un Golgotha, de vanités aussi qui ont un rapport avec la religion catholique. Et je précise que moi je suis athée, mais j'ai été formé dans ma construction par la haute époque française et plus généralement européenne, mais française spécifiquement. Et donc voilà, j'ai été très content de pouvoir présenter cet ensemble au cœur de ce musée d'art sacré de Saint-Nicolas-de-Véros. Les trois moines émaillés qui font un peu la campagne de communication de l'exposition sont trois moines qui représentent des moines bouddhistes avec leurs robes de safran, donc thaïlandais ou du Haut-Himalaya. Et ces trois étapes de la vie des moines, il y a celui du centre est le grand maître, celui qui est à sa droite est un maître, et celui qui est à sa gauche est un novice. Parce qu'en fait, on essaye d'offrir d'abord aux habitants et à tous ceux qui nous visitent effectivement autre chose que l'image d'Épinal, du ski, de la montagne. Eh bien, il y a aussi une vie, et il y a aussi une vie culturelle, et il y a aussi une vie avec différentes formes d'art. Et il ne faut pas avoir peur de se dire que l'art qu'on admire aujourd'hui d'hier a existé parce qu'il a été l'art d'aujourd'hui et qu'il y a des gens qui ont cru et qui ont adopté cet art. Et on essaye à Saint-Gervais de faire pas un mélange, mais de permettre que l'art contemporain sous toutes ses formes soit aussi présent. Parce que ce sera la trace que nos générations laisseront dans ce village.